c'est une vieille épreinte en fait. Et ce qu'on voit là, tous les morceaux qu'on a là, c'est des morceaux d'écailles, d'arêtes. Donc tout ça, c'est des restes de poissons en fait. Donc la loutre, en fait, l'épreinte, c'est comme une crotte, mais en plus, elle a une odeur très particulière. Alors là, elle n'a plus l'odeur, mais une odeur un petit peu de miel et de poisson. Et ça lui permet de faire des bornes olfactives sur son territoire, en fait, de marquer son territoire. Voilà, mais au bout d'un moment, avec la pluie, avec l'eau, ça finit par partir en miettes. Voilà, là c'est tout sec. C'est plutôt huileux au départ en fait, quand elle vient juste d'être déposée. Elle n'est pas revenue marquée depuis très longtemps, au moins 15 jours. Ouais, c'est comme ça que je la repère. Ça c'est l'indice, je pense le meilleur indice pour la loutre. Des fois tu peux trouver un reste de poisson, tu peux trouver ses traces de pas, c'est des traces toutes rondes. Pour certaines espèces, on est obligé d'utiliser tout un tas de subterfuges. Alors c'est vrai que moi je fais énormément d'affûts. Donc les affûts, c'est les cachettes dans lesquelles je m'installe et qui me permettent de voir les animaux sans être vus. Mais il y a certains animaux, par exemple certains mammifères, qui vont plutôt être actifs la nuit, voire être actifs uniquement la nuit. Et dans ce cas-là, c'est difficile en fait de pouvoir les photographier. Alors pour ces mammifères quasiment que nocturnes, les chances de les voir et les observer du coup sont quasiment nulles en journée. Alors la solution pour trouver ces animaux, c'est d'être un trappeur en fait. Et un trappeur, c'est être capable de lire les traces, trouver une épreinte sur un caillou au bord d'un ruisseau et de se dire que là il y a une loutre qui est passée la nuit précédente. C'est savoir reconnaître des traces de sanglier et des traces de chevreuil. C'est trouver des poils de blaireau accrochés sur un barbelé et savoir que c'est un blaireau. Toutes ces petites choses en fait, alors en général c'est les crottes, les zones où les animaux ont gratté, les zones où ils sont venus se rouler, le poil, les restes de nourriture. Pour savoir si ça a été mangé par un rapace ou par un mammifère, le mieux c'est de regarder les plumes en fait. Si les plumes sont sectionnées, ça veut dire qu'elles ont été mâchées par une mâchoire, donc c'est évidemment un mammifère. Les oiseaux ils tirent sur les plumes, donc elles sont quasiment intactes. Je pense que c'est le plus probable, c'est que c'est un renard en fait qui est venu manger un héron mort. Savoir reconnaître un maximum d'indices comme ça, un peu comme un inspecteur de la nature, c'est se permettre de trouver des animaux qu'on verra peut-être jamais en journée. C'est vrai que quand on recherche des animaux comme les sangliers, qui sont des animaux nocturnes, et qu'on a peu l'occasion d'observer, les barbelés avec un passage en dessous, c'est un super endroit et ça vaut vraiment le coup de jeter un œil. Alors il y a certains animaux comme ça, effectivement à certaines périodes de l'année on peut avoir la chance d'en voir. C'est-à-dire que par exemple des sangliers, aujourd'hui des sangliers c'est une espèce qui se porte bien, ils sont présents quasiment partout, mais rares sont les gens qui en se promenant, en étant dans la nature, ont vu un sanglier. Pour trouver ces animaux, il faut se baser sur les indices de présence. Ça c'est très important, mais alors ces indices pour les trouver, alors déjà il faut les connaître et il faut aussi passer du temps à les chercher. Ça c'est vraiment une toute petite trace regarde, par rapport à mon doigt, la taille. Et on est vraiment, ça c'est un marcassin, ça c'est un animal qui a quelques jours en fait. Donc ça c'est une crotte qui est beaucoup plus fraîche en fait. Alors évidemment c'est pas une loutre, hein, mais ça c'est une crotte qui a probablement été faite dans les 24 heures. Elle est très brillante, on sent très humide. Bon, après on se doute que c'est un mustélidé parce qu'on voit elle est torsadée. Si on regarde dedans il doit y avoir un peu des petits morceaux de poils, d'os. Mais c'est un petit mustélidé vu la taille, peut-être une belette ou une hermingue. Donc ça peut être une fouine, ça peut être un putois. Voilà. Tiens, ça c'est un martin pêcheur qu'on entend. Donc voilà une très belle trace de loutre en fait, qui a été faite cette nuit. Donc on n'a pas de griffe en fait, c'est ça la particularité. Et l'autre particularité en fait de la loutre, c'est que c'est presque un cercle en fait. Sa trace est très très ronde. Et derrière, pour être sûr souvent de la présence des animaux, ce que je fais c'est que j'utilise en fait des caméras de vision nocturne. Toute petite caméra, très simple. Alors évidemment la qualité ne permet pas d'être, c'est pas exploitable. Elles font des photos en général et des vidéos, mais c'est une qualité très mauvaise. C'est-à-dire qu'on peut visionner ces images et c'est super intéressant parce qu'on voit les comportements d'animaux qu'on n'a souvent jamais observés, ou en tout cas pas comme ça. Mais c'est pas une qualité suffisante pour les photos, en tout cas pour être utilisées, publiées ou faire une expo. Mais c'est quelque chose qui est... Alors déjà c'est assez excitant parce qu'évidemment aller le matin à un relevé ou au bout de quelques jours sa caméra et découvrir qu'en fait il y a une loutre qui passe là tous les jours, c'est rare, mais une fois de temps en temps ça paraît plus sérieux. C'est quand même assez merveilleux. Et du coup c'est aussi une très bonne indication parce qu'on peut se dire tiens ici j'ai trouvé des crottes de fouine.
Je suis venu plusieurs fois. Il me semble qu'il y a une fouine, mais je ne vais pas rester installé toute la nuit dans un affût à essayer de voir dans le noir s'il y a une fouine qui passe. Alors que là, grâce à ce système de petites caméras, quand je relève mes caméras, hop, je visionne ça et je me dis purée, cette nuit à 4h du matin, il y a une fouine qui est passée sur ce tronc d'arbre. Et donc c'est une première piste en fait, c'est-à-dire qu'à partir de là, si des sites sont fréquentés par telle ou telle espèce, je vais pouvoir espérer les photographier. Alors c'est vrai que souvent en photographie animalière on a besoin de beaucoup de matériel. Alors c'est vrai qu'il y a tout le matériel photo, les boîtiers, les objectifs, les flashs, les pieds, tout un tas de choses comme ça qu'on va trouver évidemment dans le commerce, qui sont faites par les grandes marques de matériel. Après par contre toutes les situations sont différentes et du coup on a souvent besoin de, je dirais, presque des prototypes. Il faut souvent le fabriquer soi-même. Si je travaille au gros téléobjectif avec un affût, ça va pas être le même équipement que si j'ai décidé en fait d'aller photographier des écrevisses sous l'eau, ou si j'ai décidé de travailler sur des grenouilles, ou même de faire des photos de nuit de sangliers. Je passe souvent pas mal de temps à bricoler, donc ça va être soit fabriquer des affûts, donc ça peut être des affûts dans lesquels je décide d'avoir un affût dans lequel je vais pouvoir dormir, ça peut être donc un affût plutôt allongé, bas, ça peut être un affût que je vais installer dans un arbre, mais ça peut être aussi, alors il y a des affûts qui vont flotter, des affûts qui vont être semi-immergés, ça peut être des plateformes flottantes sur lesquelles je vais disposer du matériel, déclencher à distance, alors soit avec un câble électrique spécial et un switch au bout, soit ça peut être aussi un déclenchement à distance avec une radio. Et là dans le cadre du piégeage par exemple, les boîtiers restant 24 heures sur 24 sur le terrain, il est important en fait qu'ils soient à l'abri. Donc ça c'est une caisse en fait à la base, c'est une valise pour transporter du matériel, ça se ferme, c'est étanche, voilà. Et en fait j'ai un peu modifié la valise en fait, c'est-à-dire que j'ai fait des trous à l'intérieur pour rentrer le boîtier, pouvoir faire sortir l'objectif. Alors sur ce modèle je mets pas de vitre en fait, c'est-à-dire que je peux boucher là devant l'objectif avec une vitre. Le problème c'est que souvent il y a des soucis de condensation, de buée. Bon, s'il pleut pas trop, normalement la boîte elle est placée comme ça, l'eau coule dessus et redescend, ça risque pas de mouiller le matériel. Après cette boîte, avec l'appareil à l'intérieur, il faut que l'appareil puisse être calé à l'intérieur, il faut qu'elle puisse se fixer sur un pied, ou au moins sur une rotule qu'après je peux fixer sur un tronc d'arbre ou installer sur un petit radeau. Il faut aussi que les fils reliés à la barrière infrarouge ou au piège puissent être reliés au boîtier, les fils flash puissent sortir, donc voilà. Donc voilà, donc il faut essayer d'avoir une installation assez légère, je dirais, qui soit le plus discret possible. En même temps il faut que tout fonctionne, c'est-à-dire que c'est pas le moment d'avoir l'animal qui vient dans le faisceau et puis un flash qui part pas. Donc c'est toujours le souci, on se dit est-ce que tout va fonctionner, et puis il faut que ce soit quand même assez facile à mettre en œuvre, à démonter, et puis que ce soit à peu près imperméable. Voilà, en fait le faisceau de la barrière, on peut plus ou moins l'allonger ou le raccourcir. Là je vais le mettre assez long pour essayer de mettre la barrière le plus loin possible en fait du perchoir, enfin du perchoir de la branche sur laquelle elle passe. L'idée, je me dis, plus les éléments sont loin, moins elle est censée détecter l'installation du piège. Alors là le principe est assez simple, en fait ici on a un boîtier dans une boîte étanche qui est relié à une barrière infrarouge qui émet un faisceau en fait. Le faisceau se dirige ici au-dessus de la branche. Quand un animal va venir couper le faisceau de la barrière infrarouge, la barrière infrarouge va envoyer un ordre au boîtier qui va se déclencher. Et le boîtier lui est relié par des câbles à des flashs qui vont assurer la lumière, parce qu'en général c'est des photos qui sont prises la nuit. Le piège a été tendu pour une fouine, et la fouine est un animal nocturne. Donc en général elle vient entre 1h et 5h du matin, et du coup il n'y a évidemment pas du tout de lumière sur cette partie de sous-bois, donc tout l'éclairage sera obtenu avec les flashs. Alors en fait ça peut paraître simple comme ça le piégeage photo, parce qu'on se dit il suffit de laisser un boîtier puis il va travailler tout seul pendant notre absence. Après c'est quand même très compliqué dans le sens où il faut déjà placer le piège au bon endroit,
Et en fait, le bon endroit, c'est pas une zone, hein, c'est vraiment un endroit très précis, là quelque part par rapport au tronc sur lequel était placé le piège. Il y a une section de 80 cm sur 20-30 cm. Et il faut que l'appareil, tout seul, soit capable de faire une bonne image. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tous les réglages, la mise au point, tout soit calé sur le boîtier qui est là. Il faut que le système infrarouge détecte et se déclenche. En même temps, il ne faut pas non plus que ça se déclenche dès qu'il y a une feuille ou une branche qui passe ou 3 gouttes d'eau. Il faut derrière que la lumière des flashs permette d'éclairer l'animal. Alors c'est vrai que pour photographier des animaux la nuit, des animaux souvent très discrets ou des animaux totalement nocturnes, le piégeage est une solution. Mais il faut bien voir que le piégeage, c'est loin d'être une technique facile. C'est même plutôt une technique très difficile. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'installer un appareil dans la nature avec un déclencheur et de revenir le lendemain pour trouver des superbes photos de renards ou des superbes photos de fouines ou même de campagnols. C'est souvent un long travail en fait, un travail qui est assez fastidieux, c'est-à-dire qu'en fait il faut que ce soit alimenté par des batteries, il faut que ce soit éclairé au flash, il faut bien imaginer qu'on installe tout sur un site, tout va rester là et les photos doivent se faire entre guillemets toutes seules. C'est-à-dire que l'animal doit déclencher l'appareil, mais il doit être éclairé, cadré, mis au point au bon endroit, sachant qu'évidemment il y a de fortes chances qu'il pleuve, il peut y avoir du vent, ça peut, enfin bon, sans parler en fait d'un promeneur qui peut passer par là ou de quelqu'un qui trouve ce truc là et qui le saccage ou qui le ramasse. Donc c'est un gros boulot pour concrétiser entre la recherche d'indices jusqu'à une photo réussie. Alors ce qui est intéressant dans le piégeage, c'est que c'est un petit côté magique en fait, c'est-à-dire que le matin, quand je vais relever mes pièges, je me dis qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Normalement je sais à peu près quelle espèce va venir, mais c'est plutôt me dire est-ce qu'elle est venue ? Est-ce que la photo est réussie ? Est-ce que ça a donné quelque chose de sympa ? Alors il faut reconnaître que bien souvent c'est plutôt décevant en fait, on a plutôt une mauvaise surprise, c'est-à-dire que ça va être une image de chat, ça va être un flash qui n'est pas bien parti, ça va être la barrière qui est censée détecter l'animal qui n'a pas fonctionné, du coup il est peut-être passé mais on ne peut pas le voir. C'est une technique qui est assez dure. C'est aussi un challenge.